Donc cette vanne socio-économique, elle vise à synthétiser le bilan socio-économique du projet. Elle est obtenue simplement en faisant la différence entre les avantages actualisés apportés par le projet et ses coûts actualisés. Donc avantages et coûts appréciés du point de vue de la collectivité dans son ensemble. Et c'est le secrétariat général pour l'investissement, donc la SGPI, anciennement le commissariat général à l'investissement, le CGI, donc qui est chargé de faire réaliser cette contre-expertise, donc en désignant des experts qui interviennent in situ personae, le SGPI rendant ensuite un avis sur chaque projet sur la base de cette contre-expertise. Les 3 postes les plus importants, c'est le gain de temps, le gain de confort lié à l'autoroute et le gain en sécurité. Sur donc, la vanne globale de 91 millions d'euros, ce montant est quand même très fragile face aux risques systémiques ou face aux nouvelles hypothèses qu'on pourrait donc qualifier un peu plus faibles depuis 2016. Mais voilà, il y a de fait évidemment des alternatives qui ont été envisagées par le passé, qui auraient pu être envisagées, mais qui n'ont pas été formellement soumises à une évaluation socio-économique. L'aménagement sur place de la RN126, bien sûr, ou les aménagements partiels et ponctuels de l'entrée sur Castres, puisque la contre-expertise avait notamment souligné que finalement les gains de temps apportés étaient fortement concentrés sur cette petite section du trajet. Un aménagement localisé sur cette section-là aurait pu déjà apporter peut-être des gains suffisants et peut-être avec des ratios socio-économiques meilleurs. On s'aperçoit que les raisons principales sont souvent une surestimation de la part de marché de l'autoroute face aux itinéraires concurrents, qui sont là assez souvent liés à des hypothèses de propension à payer le péage qui sont trop optimistes, simplement par rapport aux revenus des ménages locaux qui sont directement concernés par le projet. Et assez souvent, on observe également des hypothèses de croissance de trafic en situation de référence qui sont trop optimistes, qui sont basées sur des tendances à l'augmentation d'une mobilité générale qui, l'observation le montre, s'est fortement estompée depuis une quinzaine d'années. Il y a de nombreux faisceaux convergents pour anticiper une surestimation du trafic. Donc je viens confirmer finalement ce que nous avions en tant que techniciens identifié en 2016. Et donc j'en arrive sur l'évaluation du trafic, qui n'évoque pas du tout l'intermodalité avec le train. Déjà, ça, on l'écarte. Et pour corroborer ce que vous disiez, eh bien, nous avons fait une petite étude sur le trafic à partir d'un site officiel. Donc, il n'y a pas, les chiffres sont des chiffres qui sont issus du site officiel sur le développementdurable.gouv.fr. Et donc, en 2019, sur le trafic, Castres-Mélouchartreuse, on était à 17 692 passages. On est aujourd'hui à 17 431. Donc, exactement ce que vous disiez en 2016, comme quoi il allait y avoir un trafic qui se maintiendrait. On est à moins 1,44. Très bien. Sur la déviation de Soile, on était en trafic à 2019 8 422. Nous sommes aujourd'hui à 6 977, moins 17%. Sur Puy-Laurens, 8 570 en 2019, 7 897, moins 7,85%. Et enfin, total par rapport à Verfeil, parce que en plus, au niveau du trafic, tout le monde ne fait pas la totalité Castres-Toulouse ou Castres-Verfeil, enfin surtout Castres-Toulouse, eh bien on était à 8 621 Verfeil et maintenant on est à 8 064, moins 6,46%. Alors l'écologiste que je suis ne peut que se féliciter de cette diminution du trafic. Mais pour autant, la personne qui siège à la Commission des finances ne peut que s'inquiéter des conséquences que ce trafic va avoir et cette baisse de trafic sur le coût du tarif et sur la vanne SE.
effectivement, s'il a moins de trafic, il va devoir compenser. Et pour compenser, assez mécaniquement, il va chercher à augmenter les péages. Donc ces biais d'optimisme tels qu'on les a identifiés à l'époque, là encore, en tant qu'expert du domaine, on considère qu'effectivement, ils sont toujours présents, voire encore accentués par le fait qu'aujourd'hui, les pratiques de mobilité ont sensiblement évolué avec l'arrivée du télétravail, la modification des motifs de déplacement. Annexe 14, toujours le contrat de concession qui est Verfeil-Castres. Là, on nous parle de 35 minutes. Or, c'est l'annexe 14, page 4. Et quand je prends les éléments de la DREAL qui datent de 2009, ils me disent, pour 62 km, là non plus 53, mais 62, donc qui paraît correspondre à plutôt l'Union Castres, même si Toulouse-Castres, c'est en fait aujourd'hui 72 km, eh bien la DREAL nous dit 15 minutes. En l'occurrence, effectivement, un écart de l'ordre de 15 minutes a été identifié. Les gains de temps et leur valorisation sont un des postes principaux dans le cadre du calcul socio-économique d'un projet de transport. Entre 2016 et le moment du contrat de concession, la subvention d'équilibre est passée de 220 millions à 23 millions. Et donc, ma question, c'est que si vous aviez intégré dans la VAN-SE une subvention d'équilibre à 23 millions des collectivités locales et donc une augmentation pour Atosca de la charge qu'elle aurait à prendre en charge, donc 177 millions supplémentaires, ça l'aurait certainement aggravé encore davantage la VAN-SE. Compte tenu de la réalité de l'évolution, le contrat de concession, est-ce que ça va tenir ou pas? Voilà, c'est une question à se poser. Donc les 23 millions de subventions d'équilibre n'auraient peut-être plus de sens. Nous, en tout cas, dans le cadre du scénario, on n'avait quasiment pas varié la subvention publique d'équilibre, donc dans le dossier. Et tous ces éléments donc, qui ont suivi donc, la contre-expertise de 2016 amèneraient à penser peut-être c'est un dossier encore plus fragile que notre scénario à l'époque. Ce que vous dites là pour la 69, ça a déjà été dit pour bien d'autres. Et on se retrouve par exemple sur le barreau Pau-Langon avec un tarif qui explose et une autoroute qui est complètement désertée parce que les personnes qui voudraient l'utiliser ne peuvent pas financièrement s'offrir les services d'une autoroute. Et donc c'est le cercle vicieux d'un équipement qui coûte très cher et qui, à la fin, c'est le contribuable qui va payer. Et on a déjà les cas de figure avec les contrats de concession qui avaient été consentis en 2006 et qui vont s'arrêter en 2031, où on va se retrouver exactement dans la même situation. Est-ce que, par rapport aux éléments socio-économiques que vous avez relevés, et donc la fragilité telle que vous nous l'avez dit, notamment par rapport à la VAN-SE, ce projet vous paraît être un projet solide à terme pour le contribuable? Je vais reprendre en fait les termes de Jicheng tout à l'heure en indiquant qu'effectivement une des conclusions de notre contre-expertise, c'est que la vanne restait positive mais fragile et donc exposée à des risques systémiques, c'est-à-dire s'il y a un trou d'air en termes de croissance économique, de comportement ou de tout autre élément de cadrage socio-économique fort, il y a effectivement un risque important pour que la vanne devienne négative. Et donc concrètement,
vraiment que les coûts pour la collectivité soient supérieurs aux avantages qu'apporte le projet. Donc là, effectivement, beaucoup de choses ont changé depuis, et effectivement, il faudrait refaire le calcul comme ça a été évoqué pour en être sûr. Néanmoins, il n'y a pas d'élément majeur qui permettrait de dire que le projet sort de ce champ de turbulence, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est sûr, c'est que le renforcement des objectifs climatiques et la révision de la valeur de la valeur de l'action pour le climat qui s'en est suivie en 2019 conduirait à effet CO2 identique, conduirait à augmenter les coûts associés à ces émissions de CO2 supplémentaires. Au vu des valeurs socio-économiques visiblement surestimées d'après vos dires, pour être favorable à la 69 et au mode de calcul dépassé, voire tronqué, qui ont donné lieu à une valeur actualisée nette positive biaisée, pensez-vous qu'une saisine de l'IGEDD pour la réalisation d'une expertise actualisée et réalisable serait pertinente réaliste, serait pertinente pour éclairer les élus locaux, les citoyens sur cette partie-là? Je n'ai pas d'avis sur l'opportunité du recours à émission de l'IGEDD, mais il est certain que depuis la réalisation de l'évaluation socio-économique et de la contre-expertise, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, qui font, comme on l'a dit, que la vanne socio-économique pourrait évoluer. Mais effectivement, la question de l'actualisation du calcul socio-économique peut effectivement se poser. Normalement, si j'ai compris, la loi, donc le maître d'ouvrage doit réactualiser le dossier si le contexte est complètement changé. Là, on est en train d'entendre tous les auditionnés qui nous disent que tout aurait été surévalué, surestimé. Donc quand il y a des erreurs, il me semble qu'on se devrait devoir les corriger, surtout quand là il s'agit de l'intérêt général et de notre argent public.